Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais te parler de nutrition, d'alimentation, parce que quand on vit à l'étranger, évidemment, souvent, très souvent, sauf dans les pays occidentaux, on va pas trouver la même chose, on va pas trouver aux mêmes endroits, on va pas trouver les mêmes produits, on va pas trouver les mêmes circuits de distribution, de conservation, et c'est un problème qui est important à résoudre parce qu'on est ce qu'on mange, et si aujourd'hui en Occident c'est déjà une préoccupation importante, il y a des trucs qui en Asie par exemple sont à milieu de notre conception habituelle de l'alimentation. Par exemple, il y a des produits qui sont maintenant connus comme étant dangereux, comme le glutamate par exemple, que les Asiatiques affectionnent particulièrement et qui ressemble un peu à du sel, mais c'est hautement toxique et c'est interdit depuis plusieurs décennies, je crois, en Occident. Et c'est un truc qu'on trouve quasiment partout et qu'ils adorent mettre. Et il y a des différences culturelles importantes au-delà de ça qui sont, par exemple, tu vois, au Cambodge, on a des marchés. Et les marchés, c'est pas du tout comme un supermarché. Alors certes, il y a des supermarchés. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, mais il y en a assez peu. Tu vas pas trouver 25 Carrefour comme en France. Tu vas pas trouver 10 Leclerc, non, tu vas avoir quelques petits supermarchés, il y a beaucoup de supérettes en revanche, alors tu vas pas trouver de viande, tu vas pas trouver ces trucs-là, tu vas trouver des boîtes, tu vas trouver de l'épicerie de première nécessité, mais en réalité, le gros en fait des Cambodgiens va se fournir au marché. Et là je vais te mettre quelques images pour illustrer le propos. En fait, au marché, il y a principalement pour nous un problème d'hygiène. Un problème d'hygiène, ça veut dire que tu regardes sur les images, voilà, tu vas voir que la viande, par exemple, elle passe la journée au soleil sous des étals où il y a aucun frigo, où on coupe ça au petit bonheur un petit peu, où il y a des mouches qui viennent se promener dessus. Alors pour nous, c'est pas très ragoûtant. Mais a priori, c'est pas dangereux, c'est pas mortel. Ça veut dire que la plupart des restaurants que tu vas trouver ou qui ont des prix vraiment très bas, c'est-à-dire des prix à Phnom Penh où tu vas trouver des restaurants à je sais pas, 3, 4, 5 $, faut pas se leurrer, ils vont se fournir à ces endroits-là sur la viande. Donc il y a des centaines de personnes, voire des milliers de personnes qui en mangent tous les jours, qui le sèchent ou pas, peu importe. Mais en réalité, c'est pas un problème majeur dans la mesure où voilà, il y a pas de mort suite à ça. Nous, ça peut au pire nous rendre un petit peu malades. Mais c'est vrai que quand tu vas faire tes courses, c'est pas forcément là où tu vas aller en premier lieu. Alors il y a d'une part l'hygiène et puis il y a également le mode de production. Ça veut dire que les fruits, les légumes par exemple, tu sais pas avec quoi ils sont aspergés en matière de pesticides, s'ils sont traités, comment ils sont traités, tu sais pas quelles sont les normes d'élevage, d'abattage des viandes. Bref, c'est une culture qui est totalement différente et déjà qu'on a énormément de soucis en Europe à être sûr de ne pas confondre du bœuf avec du cheval de temps en temps, tu peux légitimement te demander comment ça se passe dans ces pays-là. Alors évidemment, il faut adapter un petit peu. Les poissons, c'est pas le plus gros problème. En revanche, et là il y avait quelques images parce que sur les marchés, on les trouve frais, vivants, et ils sont tués au moment où tu les achètes. Bon, en revanche, tu sais pas ce qu'ils ingèrent. Et effectivement, il y a de la pollution aux métaux lourds partout, donc c'est un problème aussi en soi. Alors pour les fruits et les légumes, il y a des filières bio qui sont en train de se monter, qu'on trouve dans certains supermarchés à Phnom Penh et qui te permettent d'avoir des choses qui sont a priori plus safe, mais encore une fois, t'as pas un label qui te dit voilà, c'est certifié sans pesticides. C'est un petit peu à la confiance parce que tu vas pas pouvoir y aller. Il y a des associations également de producteurs qui, sous l'impulsion d'ONG et de certains bobos entre guillemets, ont commencé à adopter des modes de production un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire sans pulvériser du tout, en faisant en sorte de faire les choses vraiment bien. On trouve des petits trucs comme ça et c'est un peu plus cher, c'est un peu plus compliqué pour se fournir. Ils font de la livraison notamment à la semaine de paniers tout près de ce qu'ils récoltent en saison et tu peux te fournir dans ces endroits-là. Pour la viande, il faut trouver un boucher. Alors on a au moins un boucher qui est une famille franco-khmer en fait lyonnaise au départ qui s'est installée ici il y a quelques années, le terroir, et qui fait de sa propre charcuterie, sa propre boucherie et qui travaille avec des producteurs. Alors là encore, il n'y a pas de label, il n'y a pas de machin, mais bon, ça fonctionne à la confiance, c'est-à-dire qu'ils t'expliquent un petit peu comment ils travaillent. Ils travaillent avec des producteurs dont ils connaissent les méthodes de production et puis ils vont acheter des bêtes entières et puis ils s'occupent après, eux, de faire rassir la viande, de la découper, de la préparer, etc., etc. Et de l'autre côté, il y a des choses qui sont intéressantes ici, c'est que l'avantage de ne pas avoir de normes, par exemple, ça permet de tester des nouvelles choses. En Europe, je sais que, par exemple, la consommation d'insectes, d'une part, il y a un aspect qui est l'idée que ça tente pas grand monde, c'est qu'aussi il y a des règles sanitaires qui t'empêchent de le faire, que c'est une tannée pour faire quoi que ce soit en France, en Europe, parce qu'il y a des règles pour tout et que tu peux pas faire ce que tu veux. En revanche, ici, la culture d'insectes, en Asie d'une manière générale, est assez développée parce que c'est un petit peu des trucs que tu peux prendre à l'apéro quasiment à la place des chips. T'en trouves des vendeurs à tous les coins de rue.
Et puis surtout, ça permet d'avoir des circuits qui commencent à se monter où tu peux acheter maintenant c'est-à-dire de la farine de criquet. Alors c'est un truc qui est vachement intéressant d'un point de vue diététique, mais d'un point de vue sanitaire également, parce que c'est des fermes de criquets qui sont élevées. Alors là, ça ne demande pas de traitement, il n'y a pas d'antibio, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Ils donnent juste, tu vois, de l'alimentation minime et ça pousse tout seul le criquet. Donc c'est quelque chose qui est facile à faire, c'est quelque chose qui est sain, qui pollue pas, contrairement à l'élevage bovin qui est une des principales sources de pollution. Et puis ça répond surtout à de la production de protéines d'une manière qui est beaucoup plus raisonnée d'un point de vue environnemental, pardon, et puis surtout qui permet de savoir un petit peu plus ce que tu manges. Ce qui est intéressant dans la poudre de criquet, encore une fois, c'est que, tu vois, c'est une espèce de farine, ils font sécher les criquets, ils les broient, et en fait, là-dedans, dans 1 kilo de farine de criquet, tu vas avoir 67% de taux de protéines, c'est-à-dire que sur un poulet, par exemple, sur 100 grammes ou sur 1 kilo de poulet, tu as à peu près 300 grammes de protéines. Là, c'est le double. Alors certes, c'est plus cher. Ça, j'ai dû le payer en Thaïlande 22 $ le kilo, mais c'est vachement intéressant parce que si tu le regardes au prix de la protéine et pas au prix du paquet, eh bien, d'un point de vue alimentaire, tu peux te dire que là, tu as l'équivalent de 2 kilos un peu plus de 2 kilos de poulet en protéines, et donc du coup par rapport à du poulet bio, tu vois, ça se voit à peu près, quoi. Alors évidemment c'est quelque chose qui se consomme pas pareil. Là je suis en train de tester quelques recettes et ça va être rigolo effectivement parce que le criquet, la farine tu peux en faire plein de trucs. Moi j'ai fait un petit muffin, tu vois, avec du chocolat. Alors c'est pas encore parfait, on sent encore un petit peu le goût de criquet, c'est un petit goût qui est particulier, qui se marie pas d'une manière géniale avec tous les trucs. Donc là, je suis en train de tester des muffins, bananes, chocolat, farine de criquet. Il faut que j'équilibre un peu le truc pour arriver à englober la farine de criquet dans le tout. Mais il y a des recettes qui sont vachement intéressantes. Et puis surtout, encore une fois, c'est une production d'avenir. Et je trouve ça un peu dommage qu'en Europe, voilà, tu as encore des règles qui t'empêchent de voilà, pouvoir tester ça. Parce qu'au-delà des freins à la consommation, tu as des gens qui pourraient accéder à ça parce que ça ferait moins d'élevage intensif, ça ferait moins de pollution des sols, moins de pollution atmosphérique. Enfin, il y a tout un tas de trucs. T'as pas besoin de 100 000 litres de flotte, contrairement à de l'élevage bovin, pour faire pousser du criquet, quoi. C'est pas du tout pareil. Et à l'avenir, je pense que de toute façon, d'une manière générale, on va être condamné entre guillemets, mais on va être obligé de se pencher sur ces raisons-là parce que il y aura jamais de quoi donner de la viande à tout le monde, de la viande de bœuf ou de la viande de poulet. C'est pas possible de produire autant pour toute la planète. Donc de toute façon, on va être obligé de s'intéresser à ces modes-là et c'est vachement intéressant. D'ailleurs, si ça t'intéresse, eh bien, j'ai préparé une petite note synthétique avec quelques recettes de farine de criquet à tester et tu peux le télécharger en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description de la vidéo. Et je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao.